Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de la Guilde Secret de Scénaristes, saison 2, épisode 8. Nous sommes dans les locaux de la Guilde française des scénaristes à Paris. Pour rappel, la Guilde, c'est le syndicat des scénaristes professionnels en France qui représente près de 350 scénaristes du cinéma et de la télévision. L'objectif de cette émission est simple, vous faire découvrir en profondeur la réalité du travail d'écriture, la réalité du métier de scénariste. En bref, une plongée dans la partie immergée de l'iceberg qu'est la création d'un film. Aujourd'hui, numéro spécial scénariste et jeu d'acteur puisque nous recevons l'excellent Alexis Mananti qui a la particularité d'avoir été comédien sur le film Les Misérables et également co-scénariste de ce même film réalisé par Lajli. Alexis est aujourd'hui présélectionné dans la catégorie meilleure révélation masculine au prochain César. Quant au film, il a déjà remporté le prix du jury au dernier festival de Cannes et il a été sélectionné au futur Golden Globe dans la catégorie meilleur film étranger. Dans cette émission, vous verrez que je suis accompagné de Merej, qui a été le coach d'Alexis au début de sa carrière et qui est venu avec moi pour lui poser quelques questions. Contrôle de police. Vous faites quoi là? On attend le bus. Vous attendez le bus là? Ça sent le shit ça. S'ils avaient raison d'exprimer leur colère. Seul moyen de se faire entendre aujourd'hui. Tu vas trop loin là! T'auras jamais l'esprit bac toi. Parce que je joue pas au cow-boy. Ce que t'as pas compris c'est que justement on joue pas nous. Bonjour, salut Alexis et Bonjour. Merci beaucoup d'être venu nous voir à la Guilde des scénaristes. Alors, tu vas nous parler de ton expérience d'acteur et scénariste sur le film Les Misérables, mais avant de rentrer dans les rouages de cette double casquette, je voudrais d'abord qu'on revienne sur ton parcours et puis surtout rappeler qu'au départ tu es surtout comédien puisqu'on t'a vu dans des films comme Le Divan de Staline, Le Monde est à nous, Dans la brume. Et donc, ma première question, c'est comment tu t'es retrouvé à coécrire le scénario des Misérables? Alors moi à la base j'ai une expérience de comédien puisque j'ai commencé avec le collectif Courtrage-Mai qui a été fondé par Romain Gavras, Toumani Sangaré et Kim Chapiron en 95 et j'ai toujours aimé écrire et à l'époque où je tournais très peu je m'écrivais des rôles. Et puis j'ai écrit un premier scénario avec un ami à moi et puis j'ai toujours aimé ça mais bon après ça n'a jamais été porté à l'écran et Lajli est venu me voir avec à l'époque c'était un court-métrage. Il avait déjà l'idée de faire un film sur l'univers qu'il connaît, sur son quartier et sur les violences policières mais du point de vue de 3 policiers. Et donc, il m'a demandé des retours, et puis petit à petit, à force de lui faire des retours, il m'a dit écoute, est-ce que tu veux pas écrire? Donc, j'ai coécrit ce scénario avec lui de court-métrage. Et ensuite, avec le succès du court-métrage, il y a une production qui nous a fait confiance et qui nous a dit on part sur le long. Et là, un troisième scénariste, lui plus professionnel, nous a rejoint, Giordano Getterlini. Et voilà. Alors donc oui, il faut le rappeler, Les Misérables, c'était au départ donc un court-métrage qui a eu un César. Qui était sélectionné au César, mais on l'a pas eu. D'accord, ok. Mais quand même, donc voilà, qui était sélectionné. César du cœur. Voilà, César du cœur. Et en gros, quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise sur cette expérience d'écriture du court-métrage des Misérables? Qu'il faut tout le temps réécrire, tout le temps. Qu'en fait, un scénario, c'est quelque chose qui est infini, qui ne se termine jamais. Il faut faire le deuil de plein de choses quand on est scénariste, c'est-à-dire il y a les acteurs qui s'emparent de tes mots, de ton texte, qui les changent. Il y a les producteurs qui changent aussi, qui modifient. Ensuite, quand on tourne, il y a des choses qui apparaissent, il y a des choses qui disparaissent. Et ensuite, au montage, il y a encore une fois où le film est réécrit. Et après, il y a la réécriture des spectateurs qui interprètent des choses quand on entend ou qui les voient. Voilà, qui choisissent un peu ce qu'ils entendent ou ce qu'ils voient. Et qu'est-ce qui a été, on va dire, le plus difficile pour toi dans l'écriture? C'était surtout les dialogues, c'était la description, comment te dire, essayer d'articuler une dramaturgie. Moi, ce qui était le plus, on va dire, compliqué, c'est que comme on écrivait à 3, déjà il y avait une sorte de chimie qui était un peu compliquée à mettre en place parce que moi je suis assez obsessionnel et j'aime bien imposer mes idées et j'ai du mal un peu à lâcher des choses. Donc ça c'était le plus compliqué.
Et après, concernant le scénario des Misérables, comme c'est un film politique et un film qui est articulé de manière très mécanique, fallait faire très attention à pas rouiller cette mécanique par des petits détails. Et donc à trouver vraiment les espaces, les endroits où moi je pouvais insuffler un peu des choses, mais fallait que je laisse aussi cette mécanique tourner. Voilà. Alors Alexis, j'aimerais bien savoir comment tu es devenu comédien, quel est ton parcours, est-ce que tu as pris des cours, est-ce que voilà, c'est quelque chose que tu as envie de faire depuis longtemps, voilà, explique-nous un petit peu. Non, moi je voulais pas, enfin j'y ai pas pensé, j'étais pas jeune, je voulais pas être comédien. J'étais ami avec Romain Gavras et puis qui donc commençait déjà à faire des courts-métrages. Moi j'étais assez timide et il avait écrit un rôle d'un personnage de roumain. Et comme moi, ma mère est yougoslave et que je parle le yougoslave, il s'est dit bon, c'est une langue de l'Est, voilà, le spectateur va pas, on s'en fout. Et il m'a proposé de jouer. Souvent il venait toquer à ma porte le matin, me réveiller, il m'a un peu tiré de force. Et puis j'ai pris goût avec ce personnage qui était un personnage récurrent, qui est apparu aussi dans les courts-métrages de Kim Chapiron. Et puis j'ai cru que ça allait marcher très vite, et puis en fait non. Après j'ai commencé un peu à faire des castings, mais je trouvais ça assez humiliant, et puis j'avais pas cette volonté-là, parce que nous ça se faisait toujours dans la spontanéité, dans des choses un peu simples. Et puis voilà, j'ai laissé de ça de côté pendant quelques temps, et après je me suis dit non mais en fait c'est ça que je veux faire. Et j'ai pris des cours au laboratoire de l'acteur avec Célia Granier-Defer. Et elle m'a donné assez confiance en moi, j'ai appris des choses, des méthodes de jeu, on était sur scène, c'était dans un petit théâtre, et puis voilà, puis après j'ai eu la chance de trouver un agent, et puis voilà. Alors moi j'ai eu la chance de travailler avec toi, j'étais un peu ton coach théâtral à un moment donné, et il y a quelque chose qui m'avait énormément, qui me choquait à l'époque. C'était que tu arrivais vraiment, comme je disais, comme on se parlait tout à l'heure, tu arrivais vraiment clé en main, tout le temps, avec quelque chose d'extrêmement construit, précis. Et évidemment, on pouvait travailler et te donner des indications pour que tu sois plus ou moins à régler les potards, mais quand même, tu arrivais avec quelque chose de très construit. Tout à l'heure, tu as dit que tu étais un peu obsessionnel. Comment tu arrives Enfin, est-ce que j'ai raison? C'est-à-dire, est-ce que vraiment tu construis tout avant? Ou raconte-nous ta technique. Ouais, je pense que c'est des choses qui apparaissent directement à la lecture, à la première lecture du scénario. Il y a des trucs des évidences qui apparaissent, et il y a des choses où je sais directement où je vais. Et après, c'est vrai qu'il y a des constructions, des directions que je sens. Mais bon, ça peut changer aussi. Mais je pense que oui, il y a des trucs hyper instinctifs qui apparaissent directement quand je lis un scénario, quand je vois des dialogues, etc. D'ailleurs, j'avais travaillé sur un film où j'avais vu Le Divan de Staline, où il y avait Gérard Depardieu qui travaillait. Et lui, pour certains films, il travaille à l'oreillette. Et donc je m'étais posé la question. Au début, je pensais que c'était une béquille. Et en fait, je l'ai entendu en parler. Et lui, il est arrivé à un niveau où il disait qu'il voulait plus intellectualiser le texte, faire tout de manière instinctive. Donc en fait, il arrive, il lit même plus les scénarios, il comprend un peu l'histoire, raconte-moi, machin. Après, il arrive sur le plateau, il dit bon, alors c'est quoi mes déplacements? Ok, machin, le texte c'est quoi? Dis-le-moi, tac, tac. Et en fait, le fait de ne pas l'enregistrer et de le dire directement comme ça lui permet d'avoir un truc hyper fluide, et c'est hyper intéressant comme méthode de travail. Alors, beaucoup de scénaristes prennent des cours de comédie, tu vois. Toi aussi, tu es comédien à la base, pour essayer en fait d'améliorer leur écriture. Donc, c'est quoi ton point de vue sur ça? Est-ce que, selon toi, est-ce qu'il y a des points de convergence entre le jeu d'acteur et l'écriture du scénario? Bah oui, je pense. Après, c'est une écriture, enfin c'est une expression beaucoup plus intérieure, je pense, l'écriture. Donc en fait, j'ai pas de là-dessus de dogme. Est-ce qu'il faut le faire ou pas? Mais de toute façon, quand on écrit, on joue, puisqu'on se met soi-même dans des situations. On est dans l'imaginaire, et puis on est un peu des fois un peu un lâcher prise. Donc
il y a des similitudes là-dedans entre le jeu et l'écriture, évidemment. Dans le métier, on parle souvent de la nécessité d'avoir un mentor pour rentrer dans cette belle et grande famille du cinéma. Est-ce que tu penses que c'est déterminant pour réussir d'avoir un mentor? Est-ce qu'il y a d'ailleurs quelqu'un qui t'a mis le pied à l'étrier? Alors, tu nous parlais tout à l'heure que tu faisais partie du collectif Courtrage-Mais. Est-ce que c'est vraiment ça qui t'a poussé, qui t'a permis de concrétiser tes envies de cinéma? Mentor, je sais pas. Enfin, peut-être que pour certains c'est nécessaire. Moi, c'est vrai que c'est Romain Gavras qui m'a fait jouer la première fois et qui m'a fait aimer ce métier. Après, c'est pas quelqu'un c'est pas un référent. Moi, j'ai pas de personne comme ça, même si ça peut être nécessaire pour certains. Et alors là, on va rentrer un petit peu plus dans ton processus d'écriture. Quand tu démarres une écriture d'un scénario, est-ce que tu passes par une phase de documentation, par exemple en faisant des interviews, en allant visiter les lieux des environnements que tu vas décrire et cette phase de documentation, combien de temps elle dure dans toute la phase d'écriture? Moi, j'ai pas une grande expérience de scénariste, puisque le seul scénario qui a été porté à l'écran, c'est le scénario des Misérables. Après, j'ai écrit d'autres scénarios. Pour le film Les Misérables, il y avait évidemment de la documentation, parce qu'on devait il y avait des univers qu'on connaissait pas, et c'est toujours bien d'aller chercher des choses, et la police, il y avait certaines choses qui étaient plutôt intéressantes. Mais ce qui s'est passé, nous, sur le film, c'est que on a laissé plus de place à l'erreur et à l'imaginaire que vraiment aller dans la documentation propre. Et d'ailleurs, il y avait un policier qui nous a aidés sur le film. Et je pensais que moi, je voulais qu'on travaille avec lui dès le départ. Et en fait, les producteurs et l'Adj ont choisi qu'on écrive d'abord et qu'ensuite on lui fasse lire. Et qu'à ce moment-là, il nous fasse des retours. Que ça ne soit pas l'inverse. Oui, parce que c'est ce que j'allais y venir, mais les dialogues dans Les Misérables, notamment toutes vos interactions que vous avez entre flics, ça paraît tellement authentique, tellement vrai. On se demande s'il n'y a pas eu un consultant policier qui vous a accompagné, qui a écrit un petit peu les dialogues avec vous. Donc finalement, ça ne s'est pas tellement passé comme ça, quoi. Non, il n'a pas participé du tout au dialogue. C'était plus sur des choses vraiment techniques, certaines expressions de véracité, et après encore là, on s'est permis aussi de transgresser certaines choses parce que c'est pas non plus un documentaire. Il fallait que ça soit, on racontait une histoire surtout. Et alors, comment tu développes tes personnages? Est-ce que tu fais par exemple des biographies ou des fiches de personnages avant de te lancer dans l'écriture? Ou alors ça vient au fur et à mesure que tu développes ta narration? Est-ce que tu leur inventes une backstory, tu vois, ce genre de choses? Plus en tant que comédien, c'est-à-dire que souvent quand j'interprète un rôle là j'essaye un petit peu de me faire moi-même ma fiche, d'essayer de savoir plein de choses de nourrir le personnage et de trouver des choses. Dans l'écriture, on l'a pas fait, là on a laissé plus les choses un peu se faire organiquement et puis petit à petit rajouter des couches, etc. Mais c'était pas un truc, on n'est pas parti on a plus construit que déconstruit. Voilà. Alors, avec le recul, est-ce que tu dirais que écrire pour soi-même, c'est un avantage ou c'est une contrainte? Alors moi, pour cette fois-ci, c'est quand même un avantage parce que je pense pas qu'on peut le faire beaucoup parce que on trahit beaucoup d'envie et puis on est dans le contrôle de certaines choses. Après, écrire pour soi-même, là j'ai écrit, mais il y avait quand même 2 autres scénaristes et il y avait un réalisateur. C'est-à-dire que quand tu écris et que tu réalises, etc., et que là il y a un contrôle mais là il y avait quand même un espace de... Oui, il y avait, tu pouvais avoir donc un peu de recul sur toi. Oui, et puis surtout à un moment, même la production, ils m'ont laissé, enfin à un moment j'ai un peu quitté le projet pour les laisser aller, et puis il y avait des facettes de mon personnage où heureusement, c'est pas moi qui ai tout écrit, mais c'est les co-scénaristes qui ont laissé place à des choses que moi vers lesquelles je voulais pas aller, parce que c'est sûr qu'il y a un confort, à écrire pour soi-même, et il faut faire attention. Et donc, quand on écrit pour soi-même, on se garde les meilleures répliques?
Alors ça oui, mais même en tant que comédien, on peut, quand on est sur un plateau, on peut se donner des répliques, hein, ou des gestes, ou plein de choses. Quelle est ta journée type de scénariste? Est-ce que tu peux nous dire, voilà, quand tu as écrit le scénario des Misérables, comment ça se passait? Est-ce que vous fixiez un objectif de nombre de pages à écrire par jour? Est-ce que vous voyez tous les jours? Comment ça se passait? Comment se passait la journée? C'est Ladj qui organisait un peu tout ça, et lui, il est un peu dans l'instant. Donc c'est pas du tout des méthodes on se retrouve tous les lundis à 8h. C'est très aléatoire. Et puis c'était beaucoup de discussions. On n'avait pas vraiment d'idées, de pages ou de rendu. Beaucoup de discussions et ça s'est fait. C'était comment dire? C'était très au début beaucoup dans l'expression et après beaucoup dans la contrainte. Alors on l'a dit, Les Misérables, c'était au départ un court-métrage. Du coup, quand vous avez transformé le court en long, c'est quoi l'élément narratif que vous avez dû le plus étoffer? Parce que bon, toutes les bases étaient là déjà dans le court, mais quel est l'élément narratif que vous avez dû le plus étoffer? Il y a une grande différence, c'est que dans le court-métrage, le personnage qui fait qui a ce geste de violence était le nouveau, Pento. Et dans le long métrage, là, c'est plus lui qui commettait cet acte, c'était le personnage de Guada. Et donc ça a changé beaucoup de choses au récit, quoi. Comment et surtout quand le titre du film, Les Misérables, s'est imposé à vous? C'est Ladj qui a trouvé le titre. On avait déjà écrit le court-métrage. On cherchait un titre et puis il m'a appelé au téléphone et il m'a dit Les Misérables. Je fais ah bah ouais. Mais... Au début, les misères, il assumait pas trop la référence et tout. Et puis et après, c'est venu naturellement. On s'est tous dit mais évidemment ouais. Puis après, il m'a raconté l'histoire de son quartier avec une partie du roman de Victor Hugo qui se déroule à Montfermeil, où il y a le lavoir de Cosette, où il y a la maison des Thénardier, etc. Après, je me suis moi-même renseigné sur le lien entre Victor Hugo, le roman et Montfermeil. Oui, et donc en fait, Victor Hugo avait à l'époque commis un adultère, et à l'époque c'était condamné par la loi, donc il a un peu fui Paris. Et il est allé se cacher un peu en banlieue. Il y avait la forêt de Montfermeil à l'époque qui était déjà un lieu de banditisme et voilà, c'était un endroit un peu spécial. Et il est allé à Chelles, je crois. Et il a écrit une partie du roman là-bas, mais surtout il s'en est inspiré après dans l'écriture. Il n'a pas tout écrit le roman là-bas, mais je crois qu'il en a écrit une partie. Mais il s'est inspiré des lieux comme cette maison des Thénardier, le lavoir, etc. C'est en visitant ces lieux qu'après il s'en est inspiré pour l'écriture. Alors, on l'a dit, vous étiez 3 scénaristes sur le film. Comment s'est passée cette coécriture? Est-ce que vous voyez vraiment à chaque fois pour écrire la moindre ligne du scénar, ou est-ce que chacun travaillait de son côté? Vous envoyez des scènes par mail, par exemple, ou voilà, comment vous avez fait? Alors, Ladj, il nous nourrissait beaucoup de son expérience personnelle. Et il nous laissait, c'est sa méthode de travail, il nous laissait chercher des choses. Et puis lui, après, il choisissait un peu ce qu'il voulait raconter. La personne qui vraiment était dans la rédaction, c'était Giordano Gedernini, qui lui, c'était celui qui finalisait, qui écrivait, qui faisait les rendus, etc. Et moi, j'étais dans les dialogues, dans des idées de scène que je lui envoyais, ou voilà, et puis on essayait d'articuler tout ça. Et après, on se retrouvait avec les producteurs, Christophe Barral et Toufik Ayadi, nous 3, et on parlait du scénario, et là, il fallait débattre de nos idées, il fallait les imposer et raconter comment on articulait et pourquoi cette idée était meilleure que l'autre. Et c'est souvent dans cette étape-là que j'ai compris que il y avait des choses en fait qui devenaient très évidentes dans la manière dont tu les défends. Donc savoir défendre une idée, et en parlant, c'est là où tu te rends compte de la puissance de ton idée et de la direction, et si elle est nécessaire ou essentielle au récit. Et puis surtout, tu découvres, voilà, on partage des idées, et puis tu te rends compte que tu pensais que
soit Ladj, soit un des producteurs serait d'accord là-dessus, et puis tu découvres qu'en fait que non, et puis voilà. Donc, voilà. Et c'est souvent lors de ces endroits-là qu'on fixait des lignes qui étaient des lignes après qu'on allait suivre. Et alors tu disais tout à l'heure que écrire un scénario, ça n'a pas de fin, hein. On écrit, on réécrit sans cesse. Mais en gros, vous avez mis combien de temps pour aboutir à une V1 ? Voilà. Combien de temps de l'idée initiale jusqu'à la V1 ? Ça allait hyper rapidement parce que je crois qu'on a écrit le scénario entre 6 et 8 mois, quelque chose comme ça. Puisqu'on a tourné en août. Et je crois qu'on a vraiment commencé en janvier-février, quelque chose comme ça. Et il y a eu énormément de versions. Ouais, combien de versions vous avez écrit à peu près ? Je sais pas, il y en a au moins une dizaine, je pense, voire plus. Et entre le moment où vous avez, on va dire, vous êtes arrivé à la version finale et le tournage, il s'est passé combien de temps ? Il n'y a pas vraiment eu de version finale, moi j'étais jamais satisfait. En plus, Ladj, il laisse vraiment participer les gens aussi à l'écriture, même les comédiens. Donc en fait, jusqu'au dernier jour, on a fait des réunions, on prenait le scénario, et entre comédiens, on essayait de réécrire, etc. Et d'ailleurs, lors du tournage, on tournait souvent une version du scénario, c'est-à-dire on tournait la séquence qui était écrite. Et après, on tournait une autre séquence qui était une séquence beaucoup plus libre où chacun avait le droit un peu de dire le texte qu'il avait envie de dire, etc. Après, par un souci de temps et d'économie, on n'a pas pu le faire pour toutes les scènes, mais en majorité, c'était ça. Et il y a des scènes du film qui ont été réécrites même sur place. Et alors toi, pendant le processus d'écriture, tu disais que tu écrivais aussi beaucoup de dialogues. Quand tu écris les dialogues, est-ce que tu joues la scène ? Est-ce que tu la répètes ? Et si oui, est-ce que vous le faites à plusieurs ou est-ce que tu es tout seul ? Non, je suis tout seul. Je suis tout seul et je la joue pas vraiment. On l'imagine. Après, moi, je suis quand même dans une économie de mots au maximum. Et évidemment, il y a ce truc de la scène raconte quelque chose et il faut que les dialogues racontent autre chose. Écrire pour des enfants, ça peut parfois être un petit peu compliqué. C'est une expérience qui est un petit peu loin de nous, puisqu'on est adulte. Je voulais savoir, c'est une force du film, hein, cette enfance qui plane pendant tout le long. Quelle a été la méthode de travail pour donner vie à l'enfance, à ces personnages ? En fait, on les a laissés complètement libres. En fait, tu peux pas du tout, c'est impossible. Tu peux pas tricher. Donc, même au niveau des dialogues, il y en avait certains qu'on avait écrits, mais Ladj, il laissait place beaucoup à l'improvisation et il leur disait, là, le sens de la scène, c'est ça. Vas-y. Après, des fois, il y avait un peu du texte, mais on le répétait 2-3 fois, mais c'est des moments précis, clés du scénario où on avait besoin de cet échange et de ce dialogue-là. Mais sinon, la plupart du temps, c'était beaucoup d'improvisation. Donc, vous leur expliquiez la situation et ils la retranscrivaient avec leurs propres mots. Ouais, pour certaines scènes. Ouais. Alors oui, ça m'intéresse beaucoup, Alexis. Tu incarnes un personnage un petit peu détestable parfois. Comment tu fais pour croire à ses idées, pour rester sincère, alors que sa psychologie est quand même aux antipodes de la tienne ? Alors aux antipodes, je sais pas, on ne sait pas. Moi je défends toujours les personnages que je joue. J'avais vu un truc de Ventura, c'était Ventura, je crois, qui avait dit que il voulait toujours serrer la main des personnages qu'il incarnait et qui pourrait pas jouer un personnage auquel il pourrait pas serrer la main. Moi je vais pas aussi loin que ça. Mais quand même, il faut toujours défendre les personnages et essayer d'aller dans la complexité la plus profonde du personnage. C'est ça le but. Sur le tournage, tu oubliais parfois, tu te laissais aller complètement aller, toi aussi, à l'improvisation, en oubliant peut-être parfois les dialogues que tu avais écrits pour toi ? Oui, il y a pas mal de scènes où, de toute façon, là, j'étais là, des fois, allez, impro, allez, trouve quelque chose, tu vas trouver, allez, là, machin, et puis voilà, des fois ça marche pas.
Oui, comme tu disais, il y a une partie oui, où tu peux laisser place, je pense, à l'improvisation pour rendre les choses authentiques, mais il y a des moments clés où là, effectivement, il y a des mots qui doivent être dits, des lignes de dialogue qui doivent être vraiment dites comme ça pour comprendre où ça va, etc. Ouais. Et c'est justement ce mélange des deux approches quoi, qui fait que le film, il est prenant, il est authentique, il est sincère et qui fonctionne, quoi. Et donc, quelques questions sur les choix artistiques du film. Pourquoi avoir voulu raconter un film sur la banlieue ? Qu'est-ce qui vous a motivé ? Quelle a été votre envie initiale ? Et comme dirait Frédéric Krivine, quelle a été l'étincelle du désir pour raconter cette histoire ? C'est parti de quoi ? C'est parti de Ladj et de son expérience de vie et lui il a toujours voulu parler de son quartier. C'est quelque chose qu'il filme et qu'il défend depuis longtemps et je pense que il y a un moment il y a une urgence et à vouloir dire les choses parce que c'est souvent une représentation dans le cinéma ou à la télé ou dans la fiction, dans la littérature qui est un peu fantasmée. Et lui, il voulait apporter quelque chose de vue de l'intérieur. Et lui-même, il avait filmé ce qu'on appelle une bavure policière. Des policiers avaient été condamnés. Et puis, il avait été, quand il avait filmé ça, il a été convoqué par la police parce que les policiers savaient très bien qu'il avait filmé le truc. Donc, il y a beaucoup de son histoire dans ce film. Donc, le désir, il vient de lui. Et alors, après la sortie du film, on a un petit peu entendu dire qu'il y avait eu quand même pas mal de films sur la banlieue, etc. Mais bon, je trouve qu'il n'y en a pas eu tant que ça, finalement. Enfin, en tout cas, des bons films sur la banlieue, à part La Haine, par exemple. Mais alors, évidemment, on sent un petit peu certaines influences de La Haine sur le film. Mais est-ce qu'il y avait, par exemple, d'autres films, peut-être même américains, qui vous ont influencé dans l'écriture ou la réalisation des Misérables ? Ah ouais, évidemment. Moi, la première fois que j'ai apporté le scénario, qu'on a apporté le scénario du court-métrage au producteur, il m'a fait une blague. Il m'a dit bon, ce soir, il y a un match de foot. Tiens, je vais aller regarder le match de foot et puis peut-être je vais regarder Training Day aussi. Bon, allez les gars, la semaine prochaine et tout. Enfin, donc, il savait très bien qu'il y avait voilà. Mais évidemment qu'il y a Bad Lieutenant aussi de Ferrara. Il y avait Violent Cop de Kitano. Il y avait pas mal évidemment de références là-dessus. On nous parle souvent de La Haine. Alors évidemment, il y a les 3 personnages, il y a l'arc narratif sur une journée, il y a la fin, il y a plein de choses qui au-delà de ça, il y a même peut-être inconscientes, parce qu'il y a conscientes et inconscientes qui sont apparues. Après, on nous a parlé de Do the Right Thing, mais je pense que là, c'est pas un cinéphile et que moi, j'y ai pas pensé tant que ça à l'écriture. Mais oui, il y a plein de références. Ouais. Et alors le film dresse un état des lieux extrêmement problématique entre deux forces, la police et les habitants du quartier. Et pour autant, vous êtes arrivé à nous montrer de façon impartiale la souffrance dans les deux camps, j'ai envie de dire. Et comment vous êtes arrivé à trouver ce juste équilibre ? Alors moi, je sais pas s'il est juste ou s'il est équilibré ou je sais pas, mais en tout cas, Ladj, il a toujours eu l'envie et considérer que la police et les habitants étaient dans le... Enfin, les deux vivaient une situation très difficile et donc c'était la force du film aussi de parler de l'humain, surtout en fait, parce que c'est derrière tous les personnages, il y a des personnages avec des failles, ils sont pas tous lisses, il n'y a pas vraiment de héros ni de anti-héros. Oui, il y a par exemple, en tout cas, moi ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, c'est de prendre le temps de montrer un petit peu le quotidien de ces 3 flics à la fin de la journée, de les montrer en famille, ça les humanise. Et c'est ça qui fonctionne et qui fait qu'on n'est pas dans une caricature de la représentation des flics, quoi. Enfin, en tout cas de ces 3 personnages de flics. Le film dure presque 1h45 et le nœud dramatique de l'histoire, à savoir la bavure policière, intervient, on va dire, au bout de 1 heure, il me semble, 1 heure de film. Donc on pourrait considérer que l'exposition est relativement longue, pourtant on ne s'ennuie pas une seconde.
Comment vous avez fait pour vous assurer qu'on ne s'ennuie pas pendant cette heure d'exposition ? Qu'est-ce qui fait qu'on ne s'ennuie pas, quoi, Ça a selon été toi ? une grande discussion, ça, comment dire, l'élément déclencheur, comme on l'appelle dans le scénario, de dire il arrive trop tard. Même moi, au début, je trouvais qu'il arrivait trop tard. Et en fait, c'est aussi, après, c'est apparu aussi au montage, mais c'est un peu une manière d'endormir le spectateur et de l'emmener quelque part. On s'en est rendu compte aussi pendant le tournage que le film était dur et que moi j'amenais de l'humour dans mon personnage, etc. Et ils m'ont poussé à aller là-dedans. En fait, c'était une manière un peu de te rendre complice aussi quand tu ris avec eux, quand tu es avec eux. Et après, la culpabilité est plus forte et aussi la complexité est un peu plus forte. Et puis, je pense qu'il fallait... comme ça parle d'un drame qui est souvent qui apparaît dans la vie dans des rythmes différents, il fallait qu'à l'écran et à l'écriture, il apparaisse à un rythme différent. On parlait effectivement, tu as fait un peu le listing on va dire des points communs entre Les Misérables et La Haine, en disant qu'il y avait la fin du film. Donc je suis complètement d'accord. Donc justement, le tout dernier plan du film se termine par un fondu au noir. Donc je voulais savoir, est-ce que c'est une fin ouverte ? Est-ce que c'était également le cas dans le scénario ou alors la fin était plus explicite ? Alors, ce troisième acte, en fait, avec toute la révolte après des gamins, il est apparu assez tard dans l'écriture. Et c'est vrai qu'il y avait plusieurs fins. Et au scénario, il y avait une première fin où... en fait, on découvrait on savait pas ce qui s'était passé. Il y avait un cut après ce face-à-face, et il y avait une vue du drone avec l'immeuble en feu. Et donc, voilà. Et d'ailleurs, qui a été tourné aussi. Mais dès le départ, on s'est toujours posé la question de cette fin. Et puis au montage, après, ça a apparu comme une évidence qu'il fallait aller là-dedans. Après, c'est vraiment Moi, je trouve que le travail de la monteuse Flora Volpeyer est incroyable parce qu'il y a dans ce fondu au noir et dans ce champ contre champ, il y a vraiment il y a des petits détails qui sont hyper fins. Ouais, la main qui descend. Par exemple, voilà, il y a voilà. Moi-même, j'ai été surpris par la puissance de la fin quand j'ai découvert le film. Je l'ai découvert à Cannes. Parce que, en fait, quand on a tourné le film, après, il y a eu plusieurs versions qui ont été montrées, etc., aux distributeurs, aux producteurs, etc. Il y a même des amis à moi qui l'avaient vu. Tout le monde l'avait vu, je ne l'avais pas vu. Donc, j'étais un peu impatient et je l'ai découvert à Cannes parce que là, j'ai choisi il s'est dit c'est mieux qu'on le découvre tous ensemble là-bas. Alors, tu disais tout à l'heure que tu étais obsessionnel, que tu avais un peu de mal parfois à lâcher tes idées. Et donc, il y a eu beaucoup de versions du scénario. Est-ce que tu as un regret particulier, une idée qui te tenait à cœur et que tu n'as pas pu incorporer dans le récit, par exemple ? Moi, je voulais pas écrire du tout la même histoire que Ladj, je pense. Et les producteurs avaient aussi une autre vision. Moi, je voyais un film beaucoup plus noir. Et évidemment, je voyais un film autour de mon personnage, beaucoup. C'est ça, ce côté où comme je joue, c'est une envie débordante de vouloir tout articuler autour de mon personnage. Et en fait, le film est apparu beaucoup plus didactique et beaucoup plus grand public que moi je l'imaginais. J'avais pas vu cette force-là, mais j'ai pas de regrets parce que le film il est comme il est, et puis je pense que voilà, la construction elle se fait comme ça. Et voilà. Après, il y a des scènes qu'on a tournées. Parce qu'il y avait une première version de 2h40 avec plein de choses dedans que j'aurais aimé voir à l'écran, des moments de vie ou des trucs qu'on a tournés. Ça, tu regrettes toujours qu'ils soient pas là. Mais alors d'ailleurs, toi étant scénariste sur le film, est-ce que tu as participé justement au montage ? Comme on dit souvent, le montage c'est aussi une sorte de réécriture du film. Est-ce que toi tu as participé au montage, tu avais ton mot à dire ? Est-ce que comment ça s'est passé ? Ou une fois que tu as tourné toutes tes scènes, tu t'en es allé Lors du court-métrage, Ladj m'a laissé venir en montage. C'était la même monteuse qui a fait le montage du long. Et elle m'a dit plus jamais, je veux plus jamais ce mec-là dans ma salle de montage.
Parce que je lui ai dit ça tu coupes, ça tu coupes, ça tu coupes, ça tu coupes. Enfin moi si ça tenait qu'à moi, alors voilà, ça devenait très compliqué. Donc non, ils l'ont protégé et je crois qu'ils ont eu raison. Donc une fois que le scénario a été écrit, on va dire presque validé, est-ce que vous vous êtes retrouvé avec les autres acteurs, avec le réalisateur? Est-ce que vous avez fait des séances de lecture? Et comment ça s'est passé? Et du coup, est-ce que derrière, il y a eu beaucoup de réécriture? Est-ce que vous avez du coup réarrangé les dialogues suite à ces lectures, par exemple? Non, il n'y a pas eu de lecture, de scénario. En revanche, il y a eu quelques répétitions, mais plus avec les enfants. Et on a fait aussi des répétitions avec les gitans, enfin la famille Lopez. Après, il y avait pas de, là, je ne travaille pas du tout dans les marques où il a pas, enfin voilà, c'est, on n'avait pas de marque au sol, il y a pas, lui, il travaille pas comme ça. C'est vraiment une autre manière de travailler. Les lieux du tournage aussi, on les découvrait le jour J. Après, le scénario, nous, on a habité pendant toute la période du tournage, nous les 3 personnages qui incarnent les policiers. Il nous a trouvé un espèce de petit pavillon juste à côté de la cité où on habitait, on restait là-dedans tout le temps. Et le soir, on reprenait toutes les scènes et on écrivait, on réécrivait, on en parlait entre nous. Et donc ça, c'était vraiment tout le temps. On appelait là, tu viens, non, ça on veut pas, on changeait. Il arrivait, il en pouvait plus. Il disait non mais les gars, enfin donc il y a un moment où il a dû dire on arrête, on suit le scénario. Et puis on a trouvé cette méthode de jeu où il nous laissait souvent, on tournait une version du scénario et après on tournait une version beaucoup plus libre et dont il pouvait se nourrir après en montage. Mais d'ailleurs, toutes les scènes avec les gitans, c'est de l'impro ou pas ou c'est très écrit toutes ces scènes qu'ils ont? Non, elles étaient écrites pour la plupart. Et alors j'ai 2 dernières questions à te poser. Sur quoi tu travailles en ce moment? Est-ce que tu peux nous révéler un petit peu tes futurs projets, nous en parler? Alors là, je viens de co-réaliser avec Damien Bonnard un court-métrage pour l'Adami. C'est la première fois que je réalise. On a écrit le scénario tous les deux. Donc il y a ce projet-là où je vais découvrir maintenant le montage. Et puis sinon, j'ai des projets d'écriture. J'ai un projet aussi de court-métrage que je veux réaliser, que je devrais tourner cet été. Et puis voilà. Et si tu avais un conseil clé à donner à un jeune acteur, par exemple, qui voudrait se lancer dans l'écriture de scénario comme toi, qu'est-ce que tu lui dirais? Voilà, un acteur qui voudrait se lancer dans l'écriture. Voilà, qui voudrait faire comme toi, passer à l'écriture. Quel conseil tu pourrais lui donner? Voilà. De s'enregistrer peut-être. De commencer par s'enregistrer. Des pensées, des choses, de commencer par les dire et les enregistrer, peut-être les réécouter et puis après... D'accord. Ok, merci beaucoup Alexis pour cette interview. Voilà, continuez à découvrir les films dans les salles obscures et puis surtout, si vous ne l'avez pas encore vu, allez foncez voir Les Misérables parce qu'il est toujours en salle. Bien sûr, lisez des scénarios et à bientôt pour une prochaine émission de Secret de Scénariste. Ciao. Voilà, j'espère que ce 8e numéro de Secret de Scénariste saison 2 vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à aller sur la chaîne YouTube de la Guilde et vous abonner, vous y trouverez régulièrement des nouvelles vidéos sur tout ce qui touche au scénario en France. N'oubliez pas également d'aller sur le site internet de la Guilde où vous trouverez une mine d'informations sur l'actualité des scénaristes français ainsi qu'une Writer's Room, un centre de ressources sur l'artisanat de l'écriture. Enfin, je vous propose des critiques de films, des analyses, des vidéos thématiques sur ma chaîne YouTube The Film Talker, donc n'hésitez pas à venir faire un tour et à vous abonner. Voilà, Secret de Scénariste, saison 2, épisode 8, c'est terminé. À très bientôt.